Vendredi 14 novembre à la une de l'actualité. À Gaza, 35 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le bilan des morts continue de s'alourdir. Selon les dernières mises à jour du ministère palestinien de la Santé, datant de jeudi, le nombre de martyrs a atteint les 69 187 morts. Et en Algérie, plusieurs feux de forêt se sont déclarés dans plusieurs régions du pays. Les agents de la protection civile poursuivent pour le deuxième jour consécutif leurs efforts pour éteindre les feux. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer, rassurent les autorités algériennes. Algérie, toujours avec cette bonne nouvelle pour la flotte du pays, avec la réception d'un Airbus A330. Dans le dossier soudanais, la diplomatie algérienne condamne les crimes des forces de soutien rapide et appelle à mettre fin à toutes les ingérences. Et puis, cinéma, en fin de cette édition, nous allons vers Timimoun où se déroule le premier festival du court-métrage. Explosion des émotions garantie. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais en titre, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 11 octobre dernier, 260 Palestiniens sont tombés en martyrs et 632 autres ont été blessés, tandis que les corps de 535 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, début du génocide à Gaza, le bilan des victimes s'est alourdi à 69 187 martyrs et 170 703 blessés, en majorité des femmes et des enfants. À noter que ces chiffres restent toujours provisoires en raison du nombre important de personnes disparues sous les décombres. Et alors que le bilan humain à Gaza continue de s'alourdir, une nouvelle dimension du drame se joue également autour de la restitution des dépouilles des Palestiniens. L'hôpital Al-Nasser dans le sud de la bande de Gaza a annoncé avoir reçu vendredi les corps de 15 prisonniers palestiniens remis dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu le 10 octobre entre le Hamas et l'entité sioniste. Il s'agit de la 13e série d'échanges portant à 330 le nombre total de dépouilles transférées. Selon l'accord, l'entité sioniste doit restituer 15 dépouilles palestiniennes pour chaque otage rendu. Depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu fragile, le Hamas a libéré 20 otages survivants et remis 25 des 28 otages décédés. L'UNRWA tire la sonnette d'alarme à Gaza et affirme que l'aide vers l'enclave reste quasiment paralysée. En effet, Philippe Lazzarini, son commissaire général, a dénoncé à l'ONU les blocages et les restrictions sionistes qui empêchent l'entrée de plus de 6000 camions de ravitaillement, affirmant en outre que la réponse humanitaire ne se limite pas à la distribution de nourriture, mais implique l'adoption de mesures globales pour répondre aux besoins et atténuer la crise humanitaire à Gaza. À noter que Lazzarini s'exprimait à l'occasion d'une conférence de presse au siège de l'ONU. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il est vrai que l'agence continue d'être limitée lorsqu'il s'agit d'apporter de l'approvisionnement, lorsqu'il s'agit d'apporter de la nourriture. Mais je ne cesse de rappeler à mes collègues qu'une réponse humanitaire ne se résume pas à la distribution de nourriture. Si vous voulez lutter contre la faim et le désespoir à Gaza, ce n'est pas seulement par la distribution de nourriture. Il s'agit également d'une réponse globale. Et en tant qu'agence, nous pouvons nous concentrer sur les services étant encore une fois les soins de santé primaire, la gestion des déchets, le soutien psychosocial, l'accès à l'eau potable, certains services municipaux où nous pourrions réparer les pompes et la canalisation sur le terrain. C'est donc le genre d'activités sur lesquelles l'agence se concentre principalement. Nous faisons des distributions de nourriture avec des partenaires, beaucoup dans les refuges que nous gérons parce que, comme je l'ai dit
dit, nous avons 75 000 personnes dans nos locaux jusqu'à présent. C'est donc vraiment l'objectif de l'agence actuellement. De toute évidence, nous examinons également comment nous pouvons acheminer notre approvisionnement à Gaza. La dernière fois, vous m'avez entendu dire que nous avons l'équivalent d'environ 6 000 camions en Égypte et en Jordanie. Ce n'est pas encore arrivé et nous regardons avec les autres partenaires de l'ONU comment cela peut être mis en œuvre. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de se déplacer à Gaza pour l'agence, nous sommes soumis à un certain nombre de restrictions, comme vous le savez, qui sont très liées à la législation en place en Israël. Piece of legislation in place in Israel. À Gaza, toujours une vaste campagne de rattrapage vaccinal est en cours, menée par l'UNICEF en partenariat avec l'OMS et l'UNRWA pour immuniser plus de 44 000 enfants n'ayant pas pu recevoir leur vaccin en raison du génocide commis par l'entité sioniste. Depuis le 9 novembre et jusqu'au 18 novembre, des équipes mobiles interviennent dans les centres médicaux et les camps de déplacés pour administrer les vaccins contre la rougeole, la polio et la pneumonie. De nombreux enfants avaient manqué leur dose faute d'accès aux centres de santé en raison de leur destruction par l'entité sioniste, comme témoigne Rada, une grand-mère palestinienne. En écoutant. Mon petit-fils est sorti de la guerre à l'âge d'1 semaine, donc il était très en retard pour se faire vacciner parce que nous ne savions pas où se trouvaient les centres de vaccination. Il a raté son vaccin d'1 mois et même maintenant, certains enfants n'ont toujours pas reçu leur vaccin de 18 mois. Nous ne savions pas où aller ou parfois les centres étaient tout simplement trop éloignés de l'endroit où nous étions déplacés. Nous remercions cette équipe pour ses efforts parce qu'elle est vraiment venue nous voir et nous a montré où se trouvent les centres et l'importance des vaccins que les enfants doivent prendre parce que ces vaccins leur donnent une immunité contre les maladies. Surtout maintenant, avec les circonstances de la guerre, il y a beaucoup de maladies que nous ne connaissons pas avant la guerre sont apparues à cause de la guerre et de la pollution de l'environnement ici à Gaza. La campagne de vaccination a débuté le 9 novembre et se poursuivra pendant 10 jours jusqu'au 18 novembre. Il cible les enfants d'1 jour à 3 ans. Nous dirigeons les parents vers ces points de vaccination situés dans toute la bande de Gaza. Ce génocide qui a bouleversé et dévasté la vie des Palestiniens à tous les niveaux. D'ailleurs, la flambée des prix observés à Gaza est avant tout due à la pénurie aiguë des marchandises bloquées, comme vous le savez, au point de passage par l'entité sioniste. Les quantités qui entrent restent extrêmement limitées, insuffisantes pour répondre aux besoins du marché local, ce qui entraîne une hausse immédiate des tarifs. Honnêtement, nous sommes venus faire le marché aujourd'hui et d'après ce que je constate sur le terrain, c'est comme une bourse en constante évolution. Il n'y a pas de stabilité, personne ne peut contrôler les prix. De temps en temps, vous trouvez les prix, vous pouvez aller voir la même personne et revenir 10 minutes plus tard pour constater que le prix a augmenté. Personne ne peut maintenir ses prix fixes et les prix sont élevés. Il n'y a pas de revenus, les circonstances sont difficiles, la vie est dure et l'hiver arrive. Seul Dieu connaît notre condition et personne ne semble se soucier de quelqu'un d'autre. En ce qui concerne le gouvernement n'interfère dans rien. C'est le jeu des commerçants. Ce sont les grands commerçants qui jouent leur rôle et ce sont les citoyens qui souffrent. Les citoyens sont pris entre les deux. Les gens d'aujourd'hui sont en difficulté. Il n'y a pas de vie, je vous le dis. Ceux qui vivent, travaillent et achètent, ce sont les employés seulement. Tout cela via des applications mobiles. Mais il y a des gens sans revenus. Où vont-ils trouver de l'argent? Comment vont-ils le manger? En ce qui concerne la hausse des prix, bien sûr, c'est à cause de la pénurie de marchandises. Tout n'arrive pas seulement de très petites quantités qui entrent ici,
pas assez pour le marché local, pas assez pour tout le monde. C'est en ce qui concerne les marchandises, c'est la raison de l'augmentation des prix. Alors que le cessez-le-feu se maintient à Gaza, les Palestiniens restent prudents face au plan de paix proposé par les États-Unis d'Amérique. Beaucoup redoutent que ce plan ne réponde pas aux besoins réels de la population et s'inquiètent des conséquences sur la stabilité et les droits des Palestiniens, en particulier dans l'enclave gazaoui. On écoute Iman Merad. Loin des décombres de Gaza, un père palestinien arrivé en Italie tente de suivre chaque annonce de trêve. Mais pour lui, ces engagements ne sont que de l'encre sur du papier, des mots qui ne suffisent plus à apaiser sa peur. Le processus de paix récemment annoncé par Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza n'est rien d'autre que de l'encre sur du papier. La réalité est tout le contraire. La réalité est que les bombardements continuent, qu'il y a encore des martyrs, que les violations persistent et que l'aide et les tentes sont toujours empêchées d'entrer à Gaza. Ce ne sont que des discussions médiatiques. Car à Gaza, il a laissé ses parents, ses frères, toute une vie suspendue à un cessez-le-feu qu'il redoute déjà fragile. Le dernier accord, salué malgré tout par la communauté internationale, n'efface ni les bombardements passés, ni la méfiance profonde de ceux qui ont trop souvent vu les promesses voler en éclats. Pour Hazem, l'annonce d'une pause humanitaire ne change rien à la réalité. L'accès à l'aide reste difficile, les communications restent coupées et chaque heure pourrait replonger Gaza dans la violence. On craint un retour à une guerre encore plus grande qu'avant la proposition de paix de Trump. L'occupation israélienne n'arrêtera pas la guerre malgré la pression internationale, les organismes officiels ou même les manifestations populaires qui ont lieu dans les capitales du monde entier pour demander la fin de la guerre. Les Israéliens n'ont pas pris la décision d'arrêter la guerre. Nous attendons maintenant que la vie redevienne ce qu'elle était avant le 7 octobre, afin que nous puissions retourner dans la bande de Gaza. عودة الحياة إلى ما هو كان عليه ما قبل 7 أكتوبر لنتمكن من العودة إلى قطاع غزة. Entre son travail, ses enfants scolarisés en Italie et les appels qu'il attend jour et nuit, ce père vit dans un temps parallèle, celui des familles déchirées, condamnées à espérer sans vraiment y croire. Tant que les armes ne se taisent pas définitivement, chaque trêve reste incertaine et précaire. Et chaque jour, une épreuve de plus pour ceux qui attendent que leurs proches survivent jusqu'au lendemain. Un sentiment partagé par de nombreux Palestiniens vivant à l'étranger. Nouvelle incursion en Cisjordanie occupée où les forces d'occupation ont intensifié le raid des arrestations ce vendredi à Siloued. Près de Ramallah, 4 jeunes Palestiniens ont été interpellés après que l'armée d'occupation sioniste a pris d'assaut plusieurs maisons, endommagé des véhicules et saccagé des commerces. Dans le camp d'Askar el-Qadim à l'est de Naplouse, 4 autres Palestiniens ont été arrêtés au cours d'une opération menée sous un barrage de grenadines assourdissantes et de gaz toxiques. Ces incursions et ces agressions s'inscrivent dans un climat d'escalade mené par l'entité sioniste sur l'ensemble des territoires de la Cisjordanie occupée. L'ambassade de Syrie à Londres a ouvert après 14 ans de fermeture, a annoncé le ministère syrien des Affaires étrangères. Le ministre syrien des Affaires étrangères a hissé le drapeau de la Syrie sur le bâtiment de l'ambassade à Londres, marquant la reprise de son activité après une fermeture donc de 14 ans, annonce la diplomatie syrienne jeudi dans un communiqué. Voilà pour ce qui est de l'actualité du Moyen-Orient et de Gaza en particulier. Direction l'Algérie à présent et je vous le disais en titre, les autorités et les équipes de secours luttent sans relâche contre des incendies de forêt qui touchent plusieurs wilayas du pays, dont Tipaza, Alger et Blida. Les pompiers soutenus par les habitants multiplient les efforts et sont à pied d'œuvre pour contenir les flammes et protéger les zones habitées. Jusqu'à présent, aucune victime n'est à déplorer
mais tous les établissements de santé sont en alerte maximale et les centres des Grands Brûlés de Zeralda restent prêts à intervenir, a fait savoir le ministère de la Santé. Par ailleurs, les opérations d'extinction ont permis de maîtriser 20 incendies sur les 29 grâce à des moyens matériels et humains importants, dont un avion. Par ailleurs, le Premier ministre Sifiri s'est rendu sur place pour suivre les opérations et assurer la prise en charge des familles des déplacés. Les autorités appellent la population à la vigilance et à signaler tout nouveau foyer via le numéro d'urgence 14 ou le numéro vert 1021. Les conditions climatiques ont favorisé les déclenchements d'autres incendies au niveau de Messelmoun et Hadjet Nas et d'autres zones, mais cela ne nous a pas empêché des décisions pour diriger les citoyens et habitants des zones dangereuses vers des établissements scolaires et d'autres salles de sport pour les prendre en charge et éviter les dangers potentiels. En ce qui concerne la sécurisation des logements des citoyens, c'était une priorité dans l'intervention d'hier et dans la stratégie des forces de sécurité qui ont été mobilisées spécialement pour la protection des logements et ont procédé à l'opération d'évacuation. Dieu merci, les feux ne sont pas arrivés au niveau des zones d'habitation. Les zones qui étaient menacées sont désormais sous contrôle et évacuées, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et on reste en Algérie où la compagnie aérienne Air Algérie a atteint un nouveau cap stratégique avec l'acquisition de 8 Airbus A30 Neo, renforçant ainsi sa flotte pour s'imposer sur les grandes lignes courriers en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis Toulouse, la compagnie aérienne algérienne a donc reçu son premier appareil, devenant ainsi le plus grand opérateur de ce modèle en Afrique. Cette démarche ambitieuse vise à améliorer la qualité de service et à conquérir de nouveaux marchés internationaux. À un moment symbolique de la modernisation du transport aérien, nous réceptionnons le premier Airbus A330 Neo dans le cadre du programme d'acquisition de 8 appareils. Cette étape traduit la vision ambitieuse de la compagnie et reflète la volonté inébranlable de l'Algérie de renforcer sa présence sur la scène régionale et internationale. L'arrivée de cet avion marque le début d'une nouvelle phase dans le renforcement de notre flotte, représentant un tournant qualitatif dans notre stratégie opérationnelle et dans le développement de nos services. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de notre réseau et renforce la coordination de l'Algérie avec son environnement continental et international. C'est une coopération qui s'étend sur 4 décennies. Elle repose sur une confiance mutuelle et une ambition partagée. Nous nous souviendrons avec fierté que cette relation a débuté en 1984 lorsqu'Air Algérie a choisi Airbus comme partenaire stratégique à travers une commande d'avions gros porteurs A310. Airbus est également fier d'avoir pu compter sur un partenaire comme Air Algérie qui a contribué au développement de nouveaux modèles d'avions. Avec 8 appareils A330 déjà en service et l'ajout prochain de 10 nouveaux A330 Neo, Air Algérie se prépare à devenir la compagnie leader dans l'exploitation du modèle A330 en Afrique. Une démarche ambitieuse et visionnaire tournée vers l'avenir. L'acquisition progressive de nouveaux avions au cours des prochaines années vise à répondre à la demande croissante, tant au niveau national qu'international. Elle s'inscrit dans notre volonté d'offrir un transport aérien de qualité, capable d'accompagner les voyageurs dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, ces démarches visent à dynamiser le trafic aérien à travers les aéroports du pays, en créant une nouvelle dynamique répondant aux aspirations des citoyens, tout en améliorant la qualité des services au sein des infrastructures aéroportuaires. Cela s'accompagne également de plusieurs projets liés aux infrastructures, notamment la modernisation de l'aéroport international d'Alger, dont les travaux avancent en vue d'une mise en service dans les plus brefs délais. Et avec la réception donc de ce nouvel Airbus A30, la compagnie aérienne Air Algérie a amorcé une première étape de son vaste programme de renouvellement et d'expansion de sa flotte. Les autres appareils viendront s'ajouter à la liste avec pour objectif de s'imposer dans la desserte des longs courriers, notamment vers l'Afrique et le Moyen-Orient. On revient sur ce point avec Naïla Hamouda.
Dans une démarche ambitieuse incarnant une nouvelle vision, Air Algérie déploie ses ailes sur le secteur du transport aérien en Afrique et au Moyen-Orient. Cette stratégie se concrétise à travers une opération de grande envergure, l'acquisition de 8 avions Airbus A330 Neo. Cette initiative vise à renforcer les capacités de la compagnie nationale algérienne afin de rivaliser avec les plus grandes compagnies aériennes opérant sur les lignes long courrier, lui permettant ainsi de conquérir de nouveaux marchés prometteurs tout en offrant des services de haute qualité conformes aux normes internationales. Depuis le cœur de Toulouse, bastion européen du géant Airbus, Air Algérie a entamé la réception du premier appareil dans le cadre de ce programme planifié, devenant ainsi le plus grand opérateur du modèle A330 en Afrique. De nouvelles lignes devront être ouvertes en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Ce genre d'avion est un soutien stratégique économique concernant le renforcement des voyages et le développement de d'autres voyages pour le réseau d'Air Algérie. C'est un réseau international. Le coût sera abordable avec un confort très appréciable, ce qui permettra à l'entreprise algérienne d'offrir le meilleur service aux passagers, un service que peu de concurrents peuvent égaler. Cet appareil doté d'une technologie moderne peut voler 3 heures de plus que les anciens avions. Toutes ces commodités et d'autres permettront à l'aviation algérienne de se hisser à un niveau supérieur et de concurrencer les compagnies étrangères et européennes dans ce secteur. Bon, nous sommes déjà positionnés sur le long courrier, mais ces avions de nouvelle génération sont dotés de moteurs qui sont économes en carburant, qui ont de meilleures performances environnementales et qui permettent de baisser les coûts. Un tournant majeur pour Air Algérie dans le domaine du transport aérien, notamment sur le plan de l'excellence technologique. Cette acquisition témoigne de sa volonté de moderniser ses services et de s'adapter aux profondes mutations du secteur à travers des investissements rigoureux et des partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux de l'aviation civile au service de ses clients en Algérie et à l'étranger, et dans le but de renforcer les capacités nationales en transport et stimuler l'économie du pays. Dans le dossier sahraoui, les ONG et la société civile internationale continuent de se mobiliser et d'apporter leur soutien à la cause du peuple sahraoui pour son autodétermination. En effet, des associations de soutien à la cause du peuple sahraoui ont organisé ce vendredi dans la capitale espagnole Madrid une journée d'information en prévision de la grande manifestation prévue ce samedi 15 novembre à Madrid pour appeler à la fin de l'occupation marocaine du Sahara occidental et revendiquer le droit à l'autodétermination. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de l'accord tripartite signé illégalement le 14 novembre 1975 entre l'Espagne et le Maroc, qui a confisqué les droits du peuple sahraoui à décider de son sort. Des milliers de participants sont venus de différentes régions d'Espagne et sont attendus à cette manifestation. L'Algérie a exprimé sa vive condamnation des atrocités commises par les forces de soutien rapide lors de leurs offensives à El Fasher. Et c'était lors d'une session du Conseil des droits de l'homme à Genève consacrée à la situation des droits humains. Célia Alouendi Arous, représentante de la commission de la mission algérienne auprès de l'ONU, a dénoncé les graves violations infligées aux civils soudanais dans la ville d'El Fasher ainsi que le soutien étranger dont bénéficient ces forces. On écoute. Nous condamnons fermement les atrocités commises par le FSR.
Je vous le disais en titre, et je vous l'avais promis, explosion d'émotions à Timimoun où se déroule en ce moment même le premier festival du court-métrage de la ville. Et c'était la ministre algérienne de la Culture, Malika Benadouda, qui l'a inauguré. En effet, donc, ce premier festival s'anime la ville donc, de Timimoun s'anime au rythme du premier festival international du court-métrage. Cinéastes, artistes venus des 4 coins du monde se retrouvent pour célébrer la créativité, le partage et la richesse du patrimoine culturel. Il est présidé par la ministre de la Culture, Malika Benadouda. Ce festival réunit 62 films venus de plus de 31 pays, dont 23 pays africains, avec le Sénégal comme invité d'honneur. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition et retrouvez Esmaël Eid pour une édition 100% africaine dans un court instant.